Bonjour Guillaume. Bonjour. Donc, je vous laisse monter progressivement les slides pour les mettre en ligne. Et puis, je remonterai vers 25-28 minutes, comme mes collègues que j'ai fait tout à l'heure, pour vous dire qu'il reste pas beaucoup de temps pour terminer, de façon à ce qu'on reste dans les temps. L'idée, c'est qu'on s'arrête à 13h30 après la réponse aux questions et le sondage, pour rester cohérent avec ce qu'on a dit initialement. C'est à vous. Ok. Très bien. Stéphane s'est connecté. Je peux dérouler le diaporama si tu veux, Stéphane. Hop. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui? C'est bon pour toi, Stéphane, notamment? C'est bon. Bon, super. Eh ben, on peut démarrer. Si tu veux, je peux introduire très rapidement le sujet. Déjà, on va commencer par se présenter et puis voilà, introduire le sujet. Et on vous déroulera. On va essayer de tenir le timing, étant donné qu'on démarre à 12h40 au mieux. Ouais. Je peux commencer pour ma part à me présenter. Guillaume Quérien, très rapidement. Je travaille au sein de la collectivité Toulouse Métropole et j'ai travaillé sur des projets d'assistance à maîtrise d'ouvrage et sur du schéma directeur sur ces derniers temps. Et je suis en train de prendre le rôle de chargé du numérique responsable au sein de la collectivité. Et depuis, notamment sur les projets sur lesquels je suis intervenu au sein de la collectivité, j'ai appliqué le RGESN, qui est un référentiel d'exigence, quelque part, qui nous est proposé pour dérouler des projets de services numériques. Et voilà, l'idée, c'est d'évoquer ce sujet-là et puis le concept de façon un peu plus globale. Et donc, Stéphane Pexini, donc moi je suis le directeur technique d'Infogreen Factory, qui est une start-up qui est un pure player du numérique responsable. J'interviens auprès de clients principalement pour faire de l'accompagnement à la mise en œuvre de stratégies de conception responsable ou à la définition de feuilles de route. Voilà. Alors, ce qu'on vous propose de dérouler, voilà, c'est déjà, c'est quand même de prendre un peu de temps sur le concept du numérique responsable, parce qu'il peut y avoir des définitions parfois différentes, et puis c'est un concept qui peut s'élargir en fait. Donc ça, ce sera important. On aura du mal à passer beaucoup de temps sur des cas pratiques, etc. Mais on a quand même voulu, en tout cas, vous présenter comment le numérique responsable se structure, à la fois en termes d'acteurs, mais aussi d'éléments clés de référentiels. Parce que ça, c'est intéressant. Derrière, l'idée, c'est de vous donner des clés pour creuser le sujet dans vos projets d'ingénierie d'exigence. Et puis, on vous présentera plus particulièrement un certain nombre de référentiels avec un peu de cas concrets associés et aussi comment faire de l'évaluation, enfin, voilà, quelques éléments complémentaires. Okay. Sur cette introduction au numérique responsable, on a jugé que c'était important de le faire car les référentiels dont on va vous parler ont réellement été bâtis pour apporter justement un canevas autour de ce numérique responsable et répondre à l'ensemble des enjeux et impacts que peut avoir le numérique, et notamment sur l'explosion des usages et suréquipements. Donc là, on voit ce que vous voyez là, ce sont les données qui vont être créées au fur et à mesure du temps au niveau mondial. Et là, on parle bien de données créées et pas de données stockées, puisqu'il y en a beaucoup qui restent en vie. Et on voit qu'il y a une explosion des usages et une explosion du nombre de données. Ce n'est pas dû à l'augmentation des internautes, et on est plutôt sur du linéaire, sur l'augmentation des internautes, là où on est sur une explosion exponentielle. C'est plutôt dû à nos usages
et à l'augmentation des matériels que l'on peut avoir. Tu peux continuer, Guillaume. Voilà. On voit que il y a des augmentations extrêmement importantes qui se mettent en place autour des smartphones, autour des objets connectés, et qu'il y a une génération de plus en plus importante de données, et on va voir sur quelle partie se trouvent ces données. En fait, le gros du trafic sur Internet, c'est de la vidéo. 60% c'est la vidéo en ligne, 20% c'est les autres vidéos, et les 20 autres pourcents, ce sont les usages autres. Donc il y a un vrai problème au niveau du numérique qu'il va falloir réussir à maîtriser. Donc derrière ces référentiels qui apparaissent et qui vont être nécessaires pour juguler tous ces problèmes-là. Tu peux passer au suivant. Donc dans le numérique a 4 facettes au niveau de la pollution. On utilise des ressources de la planète, de l'eau, des minerais de manière importante. Il y a de la toxicité de la pollution. Il y a aussi des émissions de gaz à effet de serre qu'on connaît bien par rapport au changement climatique, et la consommation électrique qui est très importante. Le numérique aujourd'hui, c'est 10% de l'électricité qui est utilisée. Certains pays commencent à mettre en place des moratoires. Donc, il est important de pouvoir agir là-dessus et de pouvoir justement avoir des référentiels qui se mettent en place pour mieux guider la conception des services numériques. Et comme vous pouvez le voir, le numérique mondial représente à peu près 2 à 3 fois l'impact de la France par rapport à divers indicateurs environnementaux que l'on peut considérer. Au niveau des émissions de gaz à effet de serre, on a une croissance qui est extrêmement importante des gaz à effet de serre. En 2020, le numérique était plus important que les gaz à effet de serre que pouvait mettre l'aviation civile. En 2025, c'est-à-dire demain, on sera au niveau du parc automobile mondial pour le numérique. On a fait x3 entre 2010 et 2025. Et au rythme où on est, sans mettre en place de notion de sobriété, au-delà de l'éco-conception qu'il va falloir faire, on va tendre vers les 14% en 2040. Voilà, donc une croissance très importante de 6% tous les ans sur ces gaz à effet de serre, malgré tout le travail qui est fait, malgré tout, pour arriver à juguler les problèmes. Pour donner une idée des impacts qui va peut-être plus vous parler, vous avez tous un portable d'environ 2 kg. Et pour réussir à faire ce portable de 2 kg, il faut 800 kg de matières premières. Il faut aussi 240 kg de combustible fossile pour pouvoir faire l'extraction et tout le traitement derrière, 22 kg de produits chimiques tels des acides, et 1500 litres d'eau qui, évidemment, avec les produits chimiques, auront été pollués. C'est ce que l'on appelle le sac à dos écologique, terme que vous pourrez entendre par ailleurs. Et si on prend un smartphone, plus ça va être petit, plus l'impact va être important. Vous avez un smartphone 150 grammes, c'est 200 kg de matière première, et à l'avenant pour les autres valeurs. Tu peux avancer. Donc, si on regarde numérique responsable et l'éco-conception, le numérique responsable, c'est bien une démarche d'amélioration continue avec un objectif de réduire l'empreinte écologique, économique et sociale. On fait converger tout l'ensemble des transitions que l'on peut imaginer autour de l'écologie, du social, sociétal, numérique. Et il faut aborder, et on aborde aussi bien l'IT en tant que problème tel qu'on vient de voir, mais c'est aussi une solution qui permet d'améliorer certains fonctionnements de processus. Donc, on traite bien les 3 axes autour de l'humain, de la planète et de la prospérité. Et l'éco-conception, c'est bien cette démarche qui va viser à intégrer la protection de l'environnement dès la conception, dès la réflexion initiale d'un service numérique, et tout en ayant une vision globale du cycle de vie. Et on va chercher à réduire l'ensemble des impacts. Je te laisse la main maintenant, Guillaume, sur la structuration. Alors, déjà en termes de structuration, ce qu'on trouvait intéressant, c'était de vous présenter une cartographie des acteurs clés. Et comme vous pouvez le voir, ils sont extrêmement nombreux et ça se structure de plus en plus. Alors là, je remercie Aelan qui a fait un superbe travail d'infographie. Je me suis dit, il y a rien de mieux en fait pour présenter aujourd'hui
le monde du numérique responsable tel qu'il se construit. Ce qu'il faut retenir, c'est que au-delà de la construction des acteurs et quelque part de la structuration de l'industrie de l'informatique et associée, il y a aussi un cadre et qui commence à devenir réglementaire, qui est aussi en train de s'installer. Ce que l'on observe, c'est grâce aux efforts, par exemple, de l'ADEME, c'est que on est capable de mesurer et on a des poids conséquents, enfin des impacts conséquents sur les équipements numériques. Aujourd'hui dans la vie de tous les jours et quelque part dans l'empreinte que peut avoir tout Français. Et puis voilà, si on regarde des études plus spécifiques, on s'aperçoit il y a des leviers et il y a des moyens de justement d'essayer de contrer cette forte croissance que montrait Stéphane. Donc par exemple, l'ARCEP et l'ARCOM ont un vrai travail là-dessus. L'AFNOR est en train de travailler à définir ce qui pourrait préfigurer une norme sur le sujet. Et puis, il y a aussi une structure qui s'appelle l'Institut du numérique responsable, qui a un très fort avantage d'essayer de coordonner un peu ce travail plutôt référentiel et réglementaire, et puis tout ce qui peut être apporté derrière à la fois à la société civile et au monde de l'entreprise, au monde universitaire également et de la recherche. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et après, en termes de cadre, on pense souvent aux normes ISO, ce qu'on peut constater aujourd'hui, et c'est le manque quelque part qui peut être relevé dans notre domaine, c'est qu'il n'y a pas vraiment de normes ISO concernant l'éco-conception de services numériques. Alors il y a cependant un cadre qui est très utilisé, qui permet de définir les bons principes d'éco-conception et qui cadre notamment la logique d'analyse de cycle de vie. Donc l'analyse de cycle de vie, à quoi est-ce que ça sert? Ça sert à poser un cadre quelque part à un produit qui va être conçu et développé, et notamment par de la mesure d'impact environnemental et par de la mesure aussi de l'analyse d'un process, de telle sorte à optimiser son process avec des bonnes pratiques d'éco-conception. Et le gros avantage, c'est d'avoir ce cadre-là. Malheureusement, à l'échelle d'un service numérique, ça devient extrêmement complexe, parce qu'un service numérique, c'est un terminal qui va être utilisateur, mais c'est une consommation de ressources extrêmement éclatée entre du data center, du réseau et voire plus. Donc ça reste un cadre intéressant à utiliser. Ce qui est aussi beaucoup et de plus en plus utilisé, mais c'est plus à l'échelle d'une organisation, ce sont les concepts de responsabilité sociétale. Et de ce point de vue-là, dans la norme ISO 26001, il y a des éléments qui accompagnent par exemple un éditeur de solutions logicielles à se structurer pour réduire son empreinte carbone. Donc si l'éditeur est capable de réduire son empreinte carbone, de fait, il va être capable de réduire l'empreinte carbone de ses produits. Et donc, de ce point de vue-là, il y a des choses intéressantes à aller chercher. Alors, j'en parlerai juste après. Il y a aussi la qualité logicielle qui doit faire son travail, et il y a déjà des éléments très favorables par rapport à l'éco-conception. Et puis, j'en parlais, l'AFNOR Spec 2201 est en train de se structurer quelque part un peu comme une norme. Alors, si on regarde la norme qualité produit qu'on connaît pour beaucoup, alors je vous ai refait un panorama des différentes thématiques qui sont abordées. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a quelques années, je ne sais pas si ça va parler à certains, sur tous ces domaines quelque part d'exigence, il y avait la conformité réglementaire qui s'ajoutait. Par exemple, en matière de sécurité, il y avait la conformité réglementaire, portabilité, conformité réglementaire, sur, on va dire, toutes les thématiques
ça se retrouvait. Et effectivement, c'était souvent un sujet d'exigences qui allaient compléter quelque part des exigences réglementaires qui allaient compléter les exigences produits. Et aujourd'hui, on pourrait considérer le numérique responsable un peu de ce point de vue-là, c'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que ça se retrouve en fait à peu près partout, dans toutes les composantes. Maintenant, ce qui est complexe, c'est il faut bien considérer qu'il y a une réelle matérialité dans l'approche du numérique responsable. C'est-à-dire que quand on pense qualité du produit, on pense beaucoup qualité du produit en tant que service numérique. Et avec l'approche numérique responsable, on va penser aussi les ressources matérielles qui sont mobilisées. C'est-à-dire qu'on va faire fonctionner du data center, faire fonctionner du réseau, utiliser des terminaux et essayer de les faire durer le plus longtemps possible. En fait, c'est tous ces éléments-là qu'il va falloir intégrer dans ces différentes composantes. Et ce que je voulais mettre en avant, au-delà de ce qui est en haut, qui est souvent assez bien connu et assez bien maîtrisé, c'est que dans la norme ISO 25010, on a une notion de qualité dans l'usage. Et ici, on a des composantes qui sont très intéressantes à utiliser pour définir des exigences orientées numérique responsable. Voilà. Ensuite, voilà, une fois qu'on vous a posé un peu ce cadre qui vous donne des éléments à creuser pour aller chercher des référentiels d'éco-conception, enfin en tout cas numérique responsable, on a voulu vous présenter un certain nombre de référentiels de bonnes pratiques qui aujourd'hui sont déjà en place. Donc, le premier dont on va parler, c'est donc tu as bien fait mention tout à l'heure d'Institut numérique responsable, Guillaume, c'est le GR 491. C'est un référentiel qui est ouvert depuis 2021. Il a été construit avec un large panel de contributeurs qui venaient de l'industrie, des sociétés de services numériques, de l'administration, des banques, voilà. Donc c'était un panel très large et il a pour objectif, parce que c'est aussi un travail qui est en construction continue, il a pour objectif d'apporter un référentiel donc, de bonnes pratiques qui vont permettre, lorsqu'on va les sectionner, on verra par la suite comment on fait ça, d'avoir un certain nombre d'exigences non fonctionnelles qui vont venir se rajouter aux exigences métiers. Et l'avantage de ce référentiel-là, c'est qu'il est extrêmement complet, il permet de vraiment pouvoir faire des sélections et, comme on le verra, en fonction de beaucoup de critères selon la maturité que peut avoir l'entreprise. Et, il est basé sur le cycle de vie, on va le voir, c'est que ce soit le RGESN ou la FNORSPEC 2201 dont Guillaume a déjà parlé, sont aussi sur ce même principe-là. Il couvre tout le cycle de vie, il couvre tous les types de projets que l'on peut faire, il couvre tous les types d'industries, d'organisations, d'entreprises qui peuvent être amenées à travailler avec. Toutes les tailles tailles d'entreprise vont être concernées. Et il répond à un nombre important de recommandations puisqu'il est basé sur, il a aujourd'hui 516 critères de bonnes pratiques qui peuvent être appliqués pour tout ou partie sur un projet. En déclinaison, parce que c'est comme ça ça a été fait initialement, il y a eu le RGESN de la DINUM qui correspond quelque part à la partie environnementale du GR 491 qui lui traite aussi de la partie humaine avec par exemple de l'accessibilité, des données personnelles, etc. Alors que le RGSN, lui, se focalise sur la partie environnementale en sachant qu'il y a déjà des référentiels pour l'accessibilité, des référentiels pour les données personnelles qui existants, comme le RG2A et le RGPD, dont vous avez très sûrement entendu parler. Donc ce RGESN est vraiment cette partie environnementale qui a été revue pour être plus proche dans l'esprit de ceux des autres référentiels. Une première version est sortie l'an dernier sur un principe pareil, le même cycle de vie, ce sont les mêmes familles que l'on va retrouver
tout au long de ce cycle de vie, avec une V2 qui est en cours de déploiement, se finalise actuellement, et dont l'objectif sera de se rapprocher finalement des bonnes, de ce qui était bien réalisé dans le GR491 pour pouvoir faire des sélections, pouvoir faire de l'analyse de maturité par rapport au référentiel qui a été choisi. Donc ça, celui-là est intéressant. Et on a la FNORSPEC 2201 qui, lui, c'est vraiment un niveau supérieur en termes de vision, il est plus macroscopique. Le nombre de bonnes pratiques est de 32 contre 79 critères dans le RGESN et 516 dans le GR491. Son objectif est plutôt de donner des grands principes de mise en œuvre de l'éco-conception que de donner des critères bien précis d'exigence que l'on va retrouver dans les deux autres. Donc, l'intérêt, donc, c'est en fonction de là où on veut se positionner. Si on veut uniquement le côté environnemental, on ira plutôt sur le RGESN. Si on est bien évidemment plutôt au niveau administration, on sera avec le RGESN. Si on veut avoir une vision plutôt macroscopique pour commencer à se développer, on ira vers la FNORSPEC. Si on veut vraiment rentrer dans tous les sujets, on ira plutôt vers le GR491. Mais les trois sont vraiment très larges en termes d'application. Il y a un autre référentiel qui lui vient de greenIT.fr, qui est l'éco-conception web. Là, c'est vraiment à direction des développements pour des applications web, qui est un recueil de 115 bonnes pratiques. Et tous ces référentiels-là évoluent régulièrement. Actuellement, le GR491 va introduire l'IA dans le futur référentiel, future version, chose que fait aussi la version 2 du RGESN. Donc ces référentiels-là évoluent de manière très régulière pour couvrir au mieux l'ensemble des besoins et des usages. Et voilà, pour vous donner une déclinaison concrète, comment est-ce qu'on peut appliquer un référentiel? Là, je vous mets un exemple de la démarche que j'applique sur des projets de nouveaux services numériques au sein de la collectivité. L'idée, c'est de prendre en fait le RGESN, donc le référentiel général d'éco-conception de services numériques, qui est ni plus ni moins qu'une matrice d'exigences et d'objectifs formulés pour dérouler de façon la plus éco-conçue possible un service numérique. Donc on va avoir les différentes phases, stratégie, spécification, architecture, gestion, définition des contenus, développement, mais il y a aussi toute la partie infrastructure qui vont en fait proposer un certain nombre de lignes. Et l'objectif, c'est de dérouler ces lignes au fur et à mesure du projet. Alors, dans un projet de marché public où on va faire appel en tout cas à un marché public et externaliser quelque part le développement ou l'acquisition d'un produit standard, toute la complexité, c'est que finalement, il y a un certain nombre d'exigences qu'on ne va pas pouvoir porter par nous-mêmes et donc qu'on va devoir décliner au sein d'un cahier des charges. Donc, toute la complexité, c'est de trouver quels sont les bons leviers et donc quelles sont parmi les lignes celles qui sont déjà applicables au contexte et qui vont pouvoir se traduire en exigences. Donc, c'est tout l'exercice, par exemple, où vous voyez en bas ici, où on a fait une sélection et une définition de la criticité des exigences que l'on souhaite voir être portées par les prestataires qui proposent leur solution. Alors que plus en amont, en fait, on a utilisé notamment les critères du volet stratégie pour dérouler l'étude avant-projet qui a permis en fait de définir quels étaient les bons critères de décision. Donc on a vraiment deux niveaux d'utilisation de ces RGESN et finalement on pourrait même le découper encore plus parce qu'on pourrait appliquer par exemple le volet spécification et le volet contenu lors de la phase de conception, etc., etc.
Quel a été l'apport, hein, très clairement? Ça a été justement dans le processus de décision. C'est-à-dire qu'il y a des exigences haut niveau qui ont été formulées lors de la phase d'avant-projet, qui ont permis, par exemple, de plutôt aller vers une orientation produit, notamment souvent aller vers du standard, mais aussi une orientation terminaux utilisateurs. Quand on a en tête que la finalité, c'est de garder les tablettes, par exemple, que l'on a au sein d'un service, on peut construire quelque part le service numérique à partir de ce critère et de cette exigence, bien plus que d'autres critères qui sont les besoins fonctionnels, etc. Un point important maintenant, c'est comment on va monter en maturité sur un référentiel. Je vous ai dit que le GR491 avait 516 bonnes pratiques, que le RGESN avait 79, et donc toute la difficulté, c'est d'être capable de monter progressivement pour que ça soit gérable dans une gestion du changement par rapport aux équipes qui sont en charge de concevoir le service. Donc pour ce faire, il y a la possibilité que l'on a, c'est de pouvoir faire des sous-référentiels et de faire des sous-référentiels qui vont être adaptés à la fois à l'entreprise et au projet qui est concerné. Le sous-référentiel va pouvoir se faire sur la base et tu en parlais aussi, Guillaume, tu parlais tout à l'heure de la responsabilité sociétale, donc d'avoir les valeurs de l'entreprise qu'on va pouvoir relier, par exemple, dans le GR491 aux ODD de l'ONU. On va pouvoir utiliser le contexte du projet qui va être amené à concevoir le service numérique. Par exemple, si on doit travailler sur un système qui est en SaaS, tout ce qui va concerner l'hébergement, l'architecture, le back-end, c'est géré par la partie SaaS et c'est imposé quelque part au projet. Donc, il n'a pas à se préoccuper de ces éléments-là. Donc, on va pouvoir éliminer des bonnes pratiques. On va regarder aussi quelles vont être en fonction aussi de la partie RSE, est-ce que l'on a besoin d'aller plus vers de l'environnemental, plus vers de l'humain, pour sélectionner les bonnes pratiques qui seront associées à ces axes-là. On va pouvoir travailler aussi sur la facilité de mise en œuvre. Le GR491 et bientôt le RGESN et les 115 bonnes pratiques de greenIT.fr donnent la facilité de mise en œuvre des critères correspondants. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est réussir en fonction de tout cela, essayer de limiter et de monter progressivement, donc de limiter ce que l'on va mettre en place initialement, en ayant par profil métier qui vont être amenés à travailler peut-être une quinzaine de bonnes pratiques à ajouter pour démarrer, puis une dizaine qui suivront, puis une dizaine ensuite, de telle manière à monter progressivement et ne pas perturber le fonctionnement des équipes projets qui sont amenées à concevoir les services. Donc, on sélectionne en fonction des contextes, on priorise, et ensuite on va déployer progressivement l'ensemble des bonnes pratiques qui auront été identifiées dans le cadre du référentiel adapté. Ouais. Et juste pour traduire ODD, ce sont les objectifs de développement durable qui sont proposés par l'ONU aujourd'hui avec un certain nombre d'éléments qui peuvent être parfois tout à fait applicables à un projet de service numérique. Donc, c'est par exemple favoriser les mobilités décarbonées, on va dire, ou douces, c'est réduire la consommation d'eau ou des choses comme ça. Égalité femmes-hommes, voilà, tout un tas de concepts intéressants. Je ne sais plus, c'est toi qui présentais ça, Stéphane, ou c'était moi? C'était à toi. Alors, au niveau des sources de données, on a déjà mentionné un certain nombre d'organismes, et c'est important parce que à côté quelque part du fait de positionner des référentiels de bonnes pratiques, dans certains cas, on va se retrouver à avoir besoin de mesurer l'impact environnemental du service numérique. Il y a des réflexions aussi pour mesurer l'impact sociétal, c'est encore plus complexe.
En tout cas, aujourd'hui, il y a des outils et des données qui commencent à se construire et qui sont vraiment intéressantes. Donc, notamment les précurseurs, et puis quelque part qui portent ce type de données, c'est l'ADEME. Et avec également l'ARCEP qui contribue fortement sur un certain nombre d'études, avec, si certains connaissent, la base impact, qui est très utile, par exemple, pour savoir quelle est l'empreinte carbone d'un PC moyen, d'un smartphone, mais aussi d'autres équipements de réseau, certains objets connectés ou des choses comme ça. Donc ça, c'est très intéressant. Et à l'intérieur de la base impact, il y a un projet de recherche qui s'est aussi introduit, qui a été financé par l'ADEME et qui aujourd'hui peut être utilisable pour des projets de services numériques. C'est le projet Négaoctet. Qui complète quelque part cette base impact avec des données plus précises, avec des données orientées équipement, avec des données détaillées sur les contextes et les équipements utilisés. Donc on est moins sur de la donnée moyenne, mais un peu moins, on est sur quelque chose de plus précis et plus poussé, et aussi des données plus poussées du point de vue des usages. Par exemple, à quoi correspond l'envoi d'un mail, un mail avec une pièce jointe de 1 méga envoyé à X personnes, 3 personnes de mémoire, redondé 3 fois. Donc on a un contexte avec une mesure de l'empreinte environnementale associée. Donc ça, c'est intéressant parce que derrière, on peut utiliser ces données-là pour se construire des ordres de grandeur et faire des analyses d'impact. Alors, on a aussi à côté un groupe de travail qui est très intéressant, qui est Boavista. Si vous ne connaissiez pas, qui propose une base open source avec de la même façon. Quelque part, ils sont allés chercher beaucoup de données de produits pour avoir également des données qu'on pourrait appliquer si on fait une analyse d'impact. Donc sur des empreintes PC, smartphone, composants, assistants vocaux, choses comme ça. On a tout un tas de données qui sont utilisables. Donc là, on est très orienté sur cette base de données équipement, mais Boavista a aussi tout un travail, sur également sur les usages et sur les bonnes pratiques. Et puis, alors, ce qui est toujours intéressant, c'est d'aller creuser. En fait, en fonction de votre besoin et du service numérique, vous allez avoir des exigences spécifiques quelque part qui peuvent vous venir des référentiels de bonnes pratiques. Et vous pouvez avoir besoin, c'est souvent mon cas par exemple, d'aller chercher des données qui sont pas toujours existantes, justement pour compléter quelque part l'objectif de vos exigences avec des éléments de mesure ou des éléments, des objectifs à atteindre en termes d'impact. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études sur le sujet. Empreinte carbone, par exemple, d'un casque de réalité virtuelle, ça c'est très récent, ou autres éléments. Alors, une chose importante, et là, c'est par rapport à ce que vient de dire Guillaume, il y a beaucoup de sources de données. Donc là, on vous en a donné quelques-unes, mais il y en a, on va en trouver beaucoup plus. Et il faut bien avoir conscience des limites et de la manière dont sont conçus ces outils qui vont vous permettre de mesurer et évaluer les résultats des actions que vous mettez en place à partir des référentiels de bonnes pratiques. On a des sources de données qui vont être différentes, on a des méthodologies qui sont différentes et à l'arrivée, des produits différents vont donner des résultats qui sont différents. Il n'y a pas, ils ne vont pas tous utiliser les mêmes méthodes pour simuler ce qu'on voit depuis un terminal sur toutes les couches au niveau du réseau et des data centers. Certains vont se limiter à certaines parties. Donc, en fait, quand on va vouloir utiliser les outils pour mesurer les impacts que l'on va avoir et donc évaluer les résultats des actions,
Il faut utiliser systématiquement les mêmes outils et c'est pas la valeur absolue qui va être importante, mais bien l'évolution que l'on va avoir des valeurs que vont donner les outils, en sachant que eux, par contre, ils restent constants dans le temps. Et donc, c'est bien cette variation qui va être importante. L'objectif qu'il y a derrière ça, c'est de mesurer l'évolution par rapport à la mise en œuvre des référentiels. Et c'est bien cette amélioration continue qui doit être évaluée. Et donc, tu peux continuer de mettre les deux autres derrière. Et donc, derrière, ce qu'il faut voir, c'est qu'il va y avoir des outils qui permettront d'évaluer en fonction, enfin, sur les trois axes, qui vont avoir des outils qui permettront d'évaluer des conformités à des référentiels, des impacts environnementaux, des impacts techniques. Et ces outils, ils peuvent être sur toute ou partie de la chaîne présentée en bas, depuis l'utilisateur. Quand on parlait du RG2A tout à l'heure, c'est bien au niveau accessibilité utilisateur qu'on va mesurer les résultats, mais on peut avoir donc tout ou partie qui soit inclus dans les outils. Donc, il faut faire très attention lorsque vous voulez évaluer, de bien connaître les données utilisées et la manière dont l'outil fait sa mesure pour pouvoir être sûr derrière d'englober tout ce que vous voulez dans ces mesures-là pour tenir compte de ce que vous aurez mis en œuvre comme action autour des référentiels. Et voilà pour notre... Oui. Bon, merci beaucoup pour votre présentation. Nous allons passer à la session et à la séance des questions. Alors, il n'y a pas énormément de questions, mais on va les traiter tranquillement, mais sûrement. Alors, je ne sais pas qui prendra la parole entre Stéphane et puis Guillaume. Première question, est-ce que l'éco-conception n'est pas en concurrence avec l'énorme besoin en données nécessaires au fonctionnement de l'IA? Y a-t-il des solutions compatibles avec l'éco-conception? Ouais. Et on pourrait citer la sécurité aussi. Ce qui ressort le plus finalement, c'est la sécurité. Et il y a plusieurs approches, il y a plusieurs façons de voir. Non, pour moi, c'est vraiment de la complémentarité. Maintenant, on le sait quand on travaille sur un produit qu'il y a différentes formes, différentes catégories d'exigences. Et effectivement, l'objectif, c'est d'éviter de les opposer. Ou alors en tout cas de repérer des axes qui peuvent mettre en avant une opposition et à ce moment-là faire des choix. Sur la sécurité, bon, c'est pas le sujet, là c'est plutôt l'IA. Sur l'IA, effectivement, quand on va utiliser des composants d'IA, on peut se retrouver effectivement à être sur une dérive totale du service numérique concernant le traitement de la donnée qui implique beaucoup de transport de données, beaucoup de traitement et évidemment beaucoup de stockage. Donc là-dessus, l'idée c'est d'être complémentaire, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une approche d'IA responsable. Et donc l'objectif c'est de greffer des exigences d'éco-conception au principe d'IA. Notamment, on parle aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est en train de se construire, d'IA frugale. Maintenant, Stéphane le disait bien, c'est très récent et c'est vraiment en train de se construire. Le GR 491 commence à intégrer cette partie-là. Mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire? S'ils arrivent à l'intégrer, c'est qu'il n'y a pas d'opposition, il y a plutôt une complémentarité. Et l'éco-conception va amener des garde-fous et des bonnes pratiques en matière d'IA. Et on revient là aussi, dans ce cas-là, sur une des exigences qu'on retrouve dans tous les référentiels, c'est la notion d'utilité et de vraiment traiter les choses essentielles. Donc, si l'IA est nécessaire à la réalisation du service numérique et qu'elle apporte un vrai plus, il faut, à ce moment-là, il n'y a pas contradiction. Il y a de l'utilité à l'intégrer. Et c'est cette utilité-là qu'il faut être capable d'évaluer en fonction justement de la valeur ajoutée de l'IA dans le service numérique par rapport aux impacts générés par cette intégration. Et donc c'est un compromis qu'il faut réussir à faire entre le besoin réel et de trouver le côté essentiel d'utilisation de l'IA. Mais il y a vraiment, comme disait Guillaume, c'est vraiment de la complémentarité entre les deux. Il faut traiter cette partie utilité qui a des éléments importants.
Sachant que on peut revenir aussi au fait que les services numériques sont à la fois le problème et la solution. Là, on a parlé de l'aspect, voilà, il faut faire attention à ce que l'IA ne devienne pas un problème. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que l'IA est quand même souvent un formidable terrain de solution. Et tout l'intérêt aussi du numérique responsable, c'est d'apporter de la mesure, d'apporter de l'analyse qui va permettre d'évaluer effectivement s'il y a un réel intérêt, une réelle utilité et quelque part un ROI sociétal et environnemental à favoriser des composantes d'IA dans les services numériques. Deuxième question qui est assez peut-être connectée, peut-être même la même, comment allier l'éco-conception et la complexité des systèmes informatiques en data. Je pense qu'on est sur à peu près la même question. Ce que vous en pensez. Oui. Oui. Je passe à la suivante. On parle de data frugale, effectivement. C'est vraiment le principe. Ne faudrait-il pas décroître dans le domaine du numérique comme dans tous les autres domaines afin de respecter les accords de Paris? Pourquoi ne pas Pourquoi ne pas réutiliser plutôt que de vouloir toujours du nouveau en s'orientant vers les low-tech notamment? Donc c'est déjà quelqu'un qui a un parti pris défini. Voilà. Oui, mais ça fait partie aussi des exigences. On retrouve dans les exigences du RGESN ou du GR 480, on retrouve cette notion de réutilisation. Avant de vouloir créer quelque chose de nouveau, on se pose des questions. Est-ce que ça n'existe pas déjà? Déjà, se poser la question de l'utilité. Faut-il réellement faire tout ou partie du service numérique? Et si on doit le faire, comment peut-on faire pour le réutiliser quelque chose d'existant? Et si ça n'existe pas, comment faire pour que ce que l'on va créer puisse être réutilisé derrière? Donc tous ces éléments-là font bien partie de ces référentiels. L'idée, c'est vraiment, oui, il y a la notion de décroissance, que ça soit aussi bien dans ce que l'on va, dans la partie conception, décroître dans le fait que l'on va pas créer quelque chose de nouveau, mais réutiliser, mais aussi dans nos usages. La frugalité, la sobriété que l'on doit avoir doit aussi faire partie de la réflexion et éviter dans un cas comme ça, les effets rebonds que peuvent nous proposer certaines facilitations du numérique. Alors là, une question qui va vous intéresser, parce que la suivante est très intéressante. Comment évaluer le ratio service rendu par rapport à la consommation de ressources, RAM, stockage, trafic Internet? Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question, c'est une des plus compliquées. De toute manière, c'est une des plus compliquées, ça reste un compromis. Le seul moyen d'y répondre, de toute manière, c'est de mettre tout le monde autour de la table quand on se pose des questions sur les exigences à intégrer dans un service numérique. Et il faut que l'on réussisse à imaginer tous ensemble autour de la valeur ajoutée et des impacts, et de pouvoir derrière, non pas obligatoirement reprendre ou refuser une exigence, mais être capable de pouvoir l'adapter. Et ça, c'est l'adapter avec le métier qui va être capable de relâcher un peu de son niveau d'exigence sur le besoin qu'il a exprimé, pour justement limiter l'impact. Mais c'est une des questions les plus difficiles, c'est un des moments les plus compliqués dans un projet au démarrage, de réussir justement à jauger de cette valeur ajoutée qui est toujours côté métier importante, et qui, en termes d'impact derrière, va être toujours annoncée par les concepteurs comme étant aussi important. Et si je reviens à la notion de qualité d'usage, ce qui est un des sujets très intéressants, c'est la notion d'efficience. Donc il y a une définition aujourd'hui normée de l'efficience, et elle ramène beaucoup à la consommation, à la juste consommation des ressources par rapport aux besoins, à la réponse à un besoin et à un objectif des utilisateurs, du client. Et donc on a beaucoup ce réflexe depuis des années, effectivement, de bien analyser la performance du service numérique du point de vue, effectivement, de sa consommation de ressources type RAM, mémoire, espace disque, etc. Ce que je veux mettre en avant, c'est la matérialité dans le concept du numérique responsable. C'est qu'on doit aussi penser la consommation ressources d'un point de vue matériel. Donc c'est peut-être ça qui peut parfois manquer aujourd'hui
dans des référentiels d'exigence de performance ou d'efficience. Si par exemple vous mettez un fort niveau de performance, mais que derrière vous allez avoir besoin de racheter du matériel, bah, vous ne répondez pas à la problématique de l'efficience globale d'un point de vue éco-responsable. Donc quelque part vous avez faux. Donc il faut vraiment replacer, donc il faut garder cette notion de performance immatérielle, on va dire. Cela dit, de la mémoire, c'est matériel, hein, quelque part. Mais il faut vraiment replacer au centre la matérialité, c'est-à-dire quand on consomme du service numérique, on consomme du réseau, on consomme donc des switches, etc. On consomme du data center, donc du serveur physique. On fait utiliser des terminaux qui ont pour objectif de durer. Donc c'est ça qui est intéressant de replacer dans les exigences associées à l'efficience. Autre question très intéressante par rapport au référentiel normatif. Est-il prévu d'enrichir les référentiels existants type ISO 25000 avec le point de vue éco-conception? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai abordé depuis quelques temps. J'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal de monde sur le sujet, et c'est vrai que moi, ça fait partie de mes credos. Il faudrait que la 25000 fasse sa transformation. Elle a fait quelque part en tout cas, l'ISTQB a fait sa transformation agile avec l'intégration de l'agilité dans la façon de penser les stratégies, tests et exigences et les tests. Je pense qu'il va falloir effectivement intégrer de façon peut-être plus complète et plus visible la sobriété numérique, mais aussi l'inclusion et l'accessibilité. Alors l'accessibilité, je pense, c'est quand même bien présente, mais les notions d'inclusion aussi sont importantes. Et là, effectivement, c'est toute une question. C'est est-ce que ça devrait être une nouvelle rubrique, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de dilué dans la portabilité, dans les exigences, dans la conformité fonctionnelle, etc., etc. C'est toute une question, mais ça mérite effectivement de le faire. Après, ce qu'on a voulu vous présenter là, c'est qu'il y a des référentiels et des normes qui sont en parallèle en train de s'installer et sur lesquels on peut s'appuyer en complémentarité quelque part de l'ISO 25000. Bon, après, quelques petites questions du style, qu'en pensez-vous des outils d'évaluation automatisée de l'impact environnemental style Frugger ou autre, la plus-value pour l'interrogation, ils consomment beaucoup plus, enfin, ils consomment beaucoup eux aussi pour l'interrogation. Tout l'intérêt de ces outils, c'est bien de pouvoir faire des évaluations dont on a besoin pour mesurer les résultats. Je pense que tous autour de la table, vous le savez, si on ne mesure pas, on n'est pas capable de justifier les actions que l'on a pu mener ou même ne serait-ce que de leur pertinence et de leur efficacité. Donc les outils de mesure sont importants. Des outils comme Frugger sont importants dans le sens où ce sont des outils qui sont bien automatisés, bien intégrés, bien présentés. Ils facilitent énormément le travail pour des entreprises qui n'ont pas obligatoirement les connaissances nécessaires pour pouvoir faire utiliser des outils beaucoup plus, on va dire, frugaux, mais qui sont beaucoup plus compliqués à appréhender. Donc, toujours pareil, on en revient à la notion d'utilité. Quelqu'un qui est capable de travailler avec un outil très simple, et s'il utilise Frugger, c'est peut-être pas utile. Des entreprises qui n'ont pas ces moyens-là ou qui ont besoin d'automatiser, de lancer, parce que le Frugger a aussi l'avantage de pouvoir lancer énormément de mesures en parallèle. Notamment si on a un site web avec, par exemple, des milliers de pages, il est capable de faire cette analyse. Si on doit le faire à la main, c'est quelque chose d'inconcevable. Toujours pareil, on en revient à cette notion-là d'utilité et de compromis qu'il faut trouver entre le besoin réel que l'on a et l'impact que va avoir l'utilisation d'un outil. Alors, Ce qui est intéressant, questions en ligne. c'est qu'il y a des outils qui arrivent, quoi. Il y a de plus en plus d'outils et ça devient, on commence à avoir une vraie capacité à faire de la mesure. Et ça, c'est vraiment intéressant par rapport à il y a 5 ou 10 ans. Je me permettrai juste, on peut faire beaucoup d'évaluations encore. Les mesures, il n'y en a pas beaucoup qui fassent de la mesure. Oui, évaluation. On fait de l'évaluation et de la mesure. Il y a GreenSpector qui le fait, il y a Scaphandre qui le fait, mais ils sont très peu nombreux à faire de la mesure réelle. Les autres font de l'évaluation. Il ne faut pas l'oublier
quand on en parle, ce ne bien sont que des différencié. Tout à fait. Une question de la même personne, enfin deux, hein, mais en une, on va pouvoir la traiter. Plutôt que de vouloir optimiser la consommation de la production, le plus simple ne serait-il pas prioritairement d'agir sur la consommation de besoins fictifs ou créer ex nihilo en facturant par exemple le gigaoctet? Et puis, il revenait sur la page 7 également, sur la proportion due à la consommation de vidéos. Voilà. Donc, c'est la même personne qui pose ces deux questions. Qui veut répondre? Au moins pour la première question. Sur l'optimisation. Gigaoctet. Il faut mener les deux. Il faut à la fois réussir à optimiser le côté production, ce que l'on conçoit, il faut réussir à l'optimiser, mais il faut aussi que les services numériques je parlais tout à l'heure de l'effet rebond, hein, il faut que l'on génère des services numériques qui ont une vraie utilité et qui évitent que l'on rentre dans une consommation. Et ça, le numérique responsable et les référentiels apportent des solutions, pas toutes les solutions, mais apportent des solutions pour éviter, par exemple, le caractère addictif que peut avoir par exemple, un défilement continu, hein, qui nous oblige, pas obligatoirement, mais qui nous entraîne à défiler et à consommer de la vidéo sur certains films. Donc les deux doivent se faire. Est-ce que ça doit se faire par de la facturation au gigaoctet? Ça pourrait être une solution, mais je pense que c'est aussi au niveau de la conception des services numériques et qu'il faut travailler sur justement éviter d'entraîner les utilisateurs à cette consommation effrénée. Et en tout cas, les référentiels aujourd'hui donnent des clés sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes pratiques, quelque part, qui peuvent se traduire, qu'on va pouvoir traduire en exigence sur son besoin spécifique sur les sujets. Et pour revenir sur la vidéo, typiquement, il y a des exigences et des bonnes pratiques qui sont positionnées sur la gestion des contenus. Alors souvent, c'est vidéo, images et son, mais c'est sûr que il vaut mieux mettre encore plus l'accent sur la vidéo. Alors les images aussi, parce que il y a beaucoup de sites web aujourd'hui. Pour avoir des sites web éco-conçus, il faut travailler beaucoup sur les images aussi, parce qu'un site qui fait peut-être 4 voire 10 fois moins de poids au chargement a un vrai gain s'il y a derrière 10 millions ou 100 millions de vues par jour, admettons. Donc il faut aussi travailler sur les images. Maintenant, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant de se rendre compte à quel point la vidéo, et notamment la vidéo en ligne, a un poids si important aujourd'hui sur l'empreinte du numérique. Et dernière question pour rester dans les temps, par rapport au système matériel, est-ce qu'il existe des référentiels similaires d'éco-conception par rapport au service numérique? Est-ce qu'on a, au niveau matériel, je pense, on doit avoir également des référentiels similaires? Guillaume, je te vois hocher la tête. Oui, notamment l'ISO 14040 d'abord est construite sur le fait de faire des analyses de cycle de vie de produits fabriqués et non pas de services numériques. Et c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, introduire la notion de service numérique parfois est un petit peu bancal. C'est vraiment adapté à des produits conçus dans la vie de tous les jours. Et effectivement, il y a des référentiels d'éco-conception sur les produits qui sont très intéressants à aller à creuser. Globalement, tout ce qui est autour de 14 ISO 14000 XXX, on trouve des choses intéressantes globalement. Mais on revient souvent aux mêmes notions, c'est l'analyse de cycle de vie. On travaille sur de la ressource utilisée pour fabriquer un produit et de la consommation d'énergie. Ce sont vraiment les deux grands éléments. Et donc, l'objectif en éco-conception, c'est de travailler à réduire ces deux éléments. Et on va aussi travailler sur le transport, la distribution. Enfin, il y a un certain nombre d'étapes sur lesquelles on va travailler pour améliorer la fabrication du produit. Donc ça, on peut dire que c'est déjà normé quelque part.
Très bien. Même en Écoutez, moi, je avance. vous remercie pour votre présentation. Je rappelle que, évidemment, le replay sera présent sur le site du CFTN d'ici quelques jours. Hein. On enregistre toutes les présentations, les slides aussi, hein, donc n'ayez crainte par rapport à ça. Je vous rappelle qu'à partir de demain, n'oubliez pas de vous inscrire. Hein. Il y a 2 autres très bonnes présentations sur le processus d'exigence au bon niveau, donc la maturité de vos processus d'exigence mis en place dans votre organisation, et des besoins métiers aux exigences logicielles, qui seront présentés également par des personnes connues dans le domaine. Que vous dire encore? Écoutez, on vous remercie. Il est 13h32, on est pile dans les temps. On essaie de rester sur cette dynamique-là. On va vous souhaiter un bon appétit à tous et merci encore pour votre présence. Et à demain. N'oubliez pas de vous inscrire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée.